Bonsoir donc à toutes et à tous. Je vois que vous êtes bien installés, donc ça c'est une bonne nouvelle. Parce qu'en plus vous allez avoir du travail à faire ce soir, donc il faut être bien installé. Le sujet de ce soir, l'intuition dans le monde des affaires. Vous pouvez vous dire pourquoi un banquier qui manipule des chiffres choisit le monde de l'intuition. Ça doit déjà vous interpeller, surtout en tant que peut-être chef d'entreprise, en tant que salarié. C'est un sujet sur lequel je suis convaincu depuis de nombreuses années, banquiers, parce qu'on est quand même des banquiers. Je dis souvent aux équipes, le monde dans lequel on vit est un monde de données chiffrées. Les systèmes d'information nous mettent dans des cases, on remplit des données, on est toujours en train de cocher quelque chose. Mais si c'était que des données, la vie, ça serait d'abord très triste. Et puis, c'est pas que des données. Et je dis aussi souvent aux salariés et aux collaborateurs que les chiffres sont la résultante des hommes et c'est pas l'inverse. Et tant qu'on ne prend pas ça en compte, on oublie un certain nombre de choses. Ça, c'est le premier point. Et après, si on regarde les chiffres, on ferme déjà sa réflexion, puisque derrière des chiffres, on peut avoir tout de suite une analyse. Est-ce que c'est la bonne analyse, pas la bonne analyse, je ne sais pas. Et donc, nous avons décidé, au travers de notre projet d'entreprise, et parce que je suis aussi convaincu, si vous êtes là ce soir, c'est que je suis passionné de ce sujet-là, et Tini et Christophe Robert m'ont accompagné pour construire ce projet, qui a été construit avec l'IFCAM, qui est l'Institut de formation du Crédit Agricole Mutuel, et qui sera repris pour l'intégralité du groupe Crédit Agricole. Donc c'est une idée qui part de Guadeloupe et qui va servir 160 000 salariés dans le groupe. On peut être déjà plutôt content puisque ça a été adoubé. Donc par contre, on va servir de test, on va servir de pilote, comme tout projet, c'est normal. Mais l'intuition va être une donnée. Et donc je dis aux salariés, et j'ai toujours travaillé comme ça, allez voir des chefs d'entreprise, discutez, mais n'emmenez pas de chiffres. Ne regardez pas les chiffres. Écoutez d'abord ce qu'ils ont à vous dire. Comprenez ce qu'ils font. Sans chiffres. Questionnez. Et en 45 minutes, vous devez être capable de savoir si vous ferez a priori confiance à ce chef d'entreprise ou a priori pas confiance. J'ai bien dit a priori. Bien sûr, après, il y a des chiffres qui vont corroborer des analyses ou qui vont demander des compléments d'information. Donc la première priorité pour nous, c'est de bien connaître. Alors moi, je m'adresse à des dirigeants, mais c'est aussi pareil pour des salariés, le raisonnement est le même, c'est d'avoir vraiment une écoute active, vraiment concentrée et sans données chiffrées, dans la phase de découverte. Parce que ce qu'attendent les chefs d'entreprise et ce qu'attendent des salariés et des clients, c'est est-ce que vous m'avez compris? Si oui, est-ce que vous me faites confiance? À partir du moment qu'on a compris et que l'on fait confiance et qu'on est capable de le dire, je vous ai dit a priori confiance, déjà la relation n'est plus la même et le banquier, dans le métier que nous faisons, on est capable de trouver toutes les solutions financières qu'il faut pour accompagner les chefs d'entreprise. Ça, c'est des moyens. Mais la compréhension du dirigeant et d'un client est absolument nécessaire. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Et cette formation s'appelle Flair. Avoir du flair. Donc, vous imaginez l'image que vous avez de la banque. Oh, il faut que j'aille voir mon banquier. Qu'est-ce qu'il va me demander? Il va certainement me demander plein de choses. Et là, peut-être que dans un premier temps, il dit non, mais j'ai besoin de rien. Je voudrais simplement vous rencontrer pour vous écouter. C'est un peu différent. Bien sûr qu'il y aura des chiffres. Et à partir du moment où on apprend à cette démarche, qu'on a une somme d'expérience, qu'on a écrit plusieurs fois, je fais a priori confiance, et puis quand on a corroboré avec les chiffres et que les choses se rapprochent bien, on se dit ah, c'était possible. Et je vais vous donner un exemple. J'étais avec une collaboratrice, je tairai l'endroit pour pas qu'il y ait de sujet, sur une découverte d'un chef d'entreprise. J'ai dit, mais on ne va pas aller avec les chiffres. Il dit, mais non, c'est pas possible. J'ai dit, si, tu vas venir avec moi et puis on va faire ce travail de découverte. Et on a passé ces 45 minutes ensemble. Et puis à la fin, je lui dis, alors, le dossier, tu fais a priori confiance aux dirigeants? Elle me dit, bah oui. Bah alors, je lui dis, bah non, tu vas demander les chiffres.
Donc je suis convaincu que c'est important pour vous et c'est important pour nous dans notre métier de banquier d'avoir ce développement de l'intuition. Et je le dis encore plus aujourd'hui parce que, et là je m'adresse à un futur, c'est qu'on est dans un monde où on a du mal à recruter des compétences. On a un environnement réglementaire sur l'environnement qui arrive. On a de l'inflation. Les entreprises doivent s'adapter à une vitesse qu'elles n'ont jamais eu l'habitude de faire. Donc si on commence à regarder le passé pour construire quelque chose du futur qui est en train de se transformer extrêmement vite, j'ai bien peur qu'on ne soit pas au rendez-vous pour accompagner nos clients. Donc nous devons développer cette capacité intuitive et la mettre en avant. Et ce que j'attends, moi, des collaborateurs, et particulièrement de la partie professionnelle et entreprise, qui sont des salariés et pas des chefs d'entreprise, mais c'est que dans leur démarche, ce soit une démarche entrepreneuriale, même si ils sont salariés, pour comprendre le discours d'un dirigeant. Et quand ils auront fait ce travail-là, eh ben, ils iront faire plein d'autres choses dans leur métier. Voilà pourquoi on a choisi ce dossier ce soir, ce choix, ce thème passionnant. Donc je vais laisser Emmanuel intervenir. J'espère que vous passerez une excellente soirée parce que je vois que vous êtes nombreux. On est en ligne en plus, donc je ne sais pas combien il y a de personnes de connectées, mais je pense qu'on est un certain nombre. Et donc faites-vous plaisir. Il va y avoir des moments d'interaction. Il y a une partie de jeu ce soir et une partie intuitive. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci Laurent. Bonsoir à tous. Et merci d'être là. Vous m'entendez bien? Ça y est. C'est bon. Alors, pourquoi je parle d'intuition? C'est un sujet qui m'habite depuis 10 ans. Je vais vous raconter une petite histoire d'intuition, la mienne. Quand j'étais petite, j'avais une déficience auditive importante et on s'en est aperçu seulement à l'âge de 15 ans. En fait, je n'analysais pas les sons graves. Du coup, j'avais une grande déperdition de messages et je déployais des efforts pour essayer de comprendre ce qu'on me disait. Donc, en fait, j'ai compris que j'ai développé d'autres manières d'écouter par compensation. J'ai travaillé dans le notariat pendant 5 ans, ce qui m'a beaucoup structurée. Puis après, dans un OPCA où j'ai été manager. Ensuite, j'allais pas très bien, on appelle ça burn-out aujourd'hui. À 37 ans, j'ai fait un bilan de compétences qui a révélé un talent pour écouter, psy ou RH. Et j'avais l'intuition à 18 ans de faire des études de psycho. Mais j'ai pas su m'affirmer. Et le notariat m'a beaucoup apporté, malgré tout. Donc, à la suite de ça, j'ai fait un Master 2 en ressources humaines. Puis ensuite, j'ai continué de me former parce que j'ai été licenciée économique. Il y a eu des fusions, donc j'ai été au chômage. Et je me suis formée au métier de coach il y a 10 ans à HEC, l'école où j'ai osé devenir moi. On me disait toujours que j'étais trop naïve, trop gentille, trop sensible, trop imaginative. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et en fait, toutes ces qualités-là, je les déploie dans mon métier de coach. Donc, en me formant, je parlais peu, mais on me disait, tu parles peu, mais c'est juste, c'est pertinent, c'est éclairant. Ton intuition, c'est un cadeau. Comment tu fais? Alors là, j'ai dit, je ne sais pas. Je vais m'enseigner. Donc, j'ai lu des bouquins sur le sujet. Et puis, j'ai fait un travail aussi personnel. Et j'ai compris que j'ai mis des mots, en fait, sur l'hypersensibilité, le fait que j'observais beaucoup. Et très vite, j'ai compris que c'était un sujet sur lequel je mettais des mots. Et c'est ça que je vais faire ce soir avec vous, parce que j'ai compris des choses en étudiant le sujet. J'ai compris ce que c'était, ce que ça n'était pas, l'intuition, comment ça se manifeste, quelles caractéristiques elle a. Et en fait, ça m'a permis de faire le tri entre un message intuitif d'autres choses. Donc, il y a 3 promesses ce soir pour vous. C'est de découvrir votre potentiel intuitif à travers des données précises que je vais vous donner. Ensuite, d'ouvrir votre champ des possibles et de vous relier à votre intuition et d'oser l'écouter et de vous faire confiance. Et pour cela, je vais avoir besoin de votre participation. J'aime transmettre et que ça soit interactif, que je ne sois pas toute seule aussi
à parler d'intuition parce que vous êtes tous doués d'intuition. Après, l'écoute de l'intuition, on n'est pas tous égaux parce que parfois on ne l'écoute pas, on n'ose pas l'écouter. Donc en fait, on peut développer cette écoute, pas l'intuition, mais l'écoute de l'intuition. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est un peu comme la mémoire, on dit qu'on exerce sa mémoire, mais l'intuition, c'est pareil, on peut aller la solliciter. Donc je vais vous donner des clés ce soir. Donc première question, c'est quoi pour vous l'intuition ? Quand on fait quelque chose sans y avoir, sans penser, raisonner. On y va, même si la raison nous dit non, on y va, s'y fonce. Exactement, on sait quelque chose, effectivement. Quoi d'autre ? Oui. C'est la petite voix. La petite voix, oui, on l'appelle comme ça. Anticiper le futur, je pense. Oui. C'est une manière d'anticiper le futur, oui, de le flairer. Le sentir ou le voir venir. Oui. L'intelligence du cœur, certainement. C'est l'intelligence du cœur, exactement. C'est un dessin qui a été fait par un ami humoriste, spécialement pour ce sujet. Donc vous voyez que vous connaissez déjà des choses sur l'intuition. L'intuition, ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'existe pas. L'électricité, vous la voyez en soi, à part quand il y a des éclairs dans le ciel, on ne voit pas l'électricité. Et pourtant, elle nous apporte beaucoup d'éclairage. Le vent aussi, on voit les effets du vent sur la nature, mais on ne voit pas le vent en soi. Donc voilà, l'intuition, ce n'est pas parce qu'elle ne se voit pas qu'elle n'existe pas. Donc déjà, c'est important de saisir ça. Et ensuite, c'est un paradoxe. L'intuition, c'est quelque chose qu'on sait, comme vous l'avez dit, mais en même temps, on ne sait pas d'où ça vient. Est-ce bien important de savoir d'où ça vient ? Elle est là. Moins vous allez réfléchir, plus vous allez la percevoir, en fait. Ensuite, une petite définition. Donc, j'ai pris le dictionnaire Larousse. C'est une connaissance directe, immédiate de la vérité, sans avoir recours au raisonnement, à l'expérience. Alors, plus on est expert dans un domaine, plus on fait des raccourcis et on va vite pour trouver des solutions. Donc, je mets un petit bémol sur la fin de cette définition. En tout cas, son étymologie, il y en a deux. C'est des étymologies latines. C'est un regard porté à l'intérieur de soi, une image réfléchie dans un miroir. Retenez en synthèse, parce que l'intuition est synthétique, que l'intuition, c'est la capacité à capter une information brute, directe, immédiate et non raisonnée. Donc ça, c'est des mots-clés. Et je vous invite à garder en tête ces mots-clés, parce que c'est une manière de la distinguer d'autres choses. Comment l'appelez-vous ? À part petite voix. Une guidance ou un guide. Le flair, oui. Oui. J'ai entendu sens. 6e sens. C'est ça ? Connaissance, pardon. Bon, c'est 6e sens aussi. C'est un sens qui est au-delà des 5 sens physiques que nous avons. Mais nous avons des sens aussi à l'intérieur de nous. On appelle ça comment aussi ? Les savants, qu'est-ce qu'ils disent ? Vous avez oublié Archimède ? On va en parler. Eureka, j'ai trouvé. Ça, c'est l'intuition reine. C'est the découverte d'une vie. On l'appelle aussi donc petite voix, flair, éclair d'intelligence. Mon petit doigt m'a dit. Une lumière qui s'allume. Une fée clochette. Insight, les Américains parlent de quelque chose qui surgit de l'intérieur de soi. Ou un petit Jiminy Cricket qui vous souffle des bons conseils. En tout cas, c'est une pensée qui est sans effort. Elle va directement à l'essentiel.
mais elle ne vous raconte pas comment aller vers ce qu'elle vous dit. Ça, c'est à vous après de le construire avec votre cerveau qui est extrêmement bien fait. Alors, suivez-vous votre intuition, ou plutôt, qui ne la suit pas? N'hésitez pas à lever les bras. Pas assez. Ah, pas assez. Donc vous la suivez tous un petit peu quand même. Ça, c'est une étude américaine qui a été faite à la fin des années 90 auprès de 13 000 dirigeants de petites, moyennes et grandes entreprises. 80% reconnaissaient qu'ils s'appuient sur l'intuition, mais seulement 50% le reconnaissaient, en fait. Voilà. Donc c'est quand même un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais pourtant, quand on est dirigeant dans la prise de décision, on a beaucoup de choses à décider. Et si vous ne faites pas des raccourcis, si vous n'écoutez pas ces raccourcis-là, c'est une compétence quand même qui fait gagner du temps. Alors, que disaient les grands hommes du passé qui connaissaient toute la puissance de l'intuition? Vous reconnaissez ce monsieur? Oui, c'est qui? René Descartes. On va remettre les choses bien à leur place. Il a reçu quand même dans ses rêves, il l'a écrit de lui-même, une injonction nette de dédier sa vie à la recherche de la vérité scientifique. Et c'est lui qui a dit que l'intuition était évidente et la déduction nécessaire. Alors pourquoi, depuis, on parle de l'esprit cartésien et uniquement ça quand on pense à Descartes? Je ne sais pas. Je vous pose la question. Einstein en parlait très bien, il n'aurait jamais rien découvert sans l'intuition. Et il disait que la seule chose à laquelle il croyait vraiment, c'était l'intuition. Et Henri Poincaré avait beaucoup aussi d'intuition, mais il n'arrivait pas toujours à les prouver. Donc c'est d'autres scientifiques qui les prouvaient. Donc avec l'intuition, on trouve, on innove, et après, avec la logique, on matérialise l'idée qui vient par intuition. Vous êtes d'accord pour l'instant? C'est caractéristique. Donc là aussi, c'est pour vous aider à faire le tri entre une information intuitive d'autres choses. Vous savez combien de pensées nous avons par jour? D'après les neurosciences, 60 000 environ. Nous serions conscients de 4 à 5%, heureusement, parce que sinon je pense qu'on aurait du mal à traiter l'information. Et donc parmi ces 60 000 pensées, et la pensée c'est une notion abstraite, vous êtes d'accord? Se cachent les intuitions. Alors l'intuition, c'est d'abord une forme d'intelligence qui est partout. Il y a au moins 9 formes d'intelligence répertoriées et elle est dans ces 9 formes d'intelligence. Elle commet un excès de vitesse. Ça veut dire qu'elle est rapide, elle est fugace. On dit que c'est une fulgurance. Donc c'est une chose qui vous traverse. Et c'est différent, on va voir tout à l'heure, des processus mentaux qui, eux, prennent du temps. Ensuite, elle est toujours positive, surtout quand elle vous prévient d'un danger. Si vous ne la suivez pas, effectivement, ça peut être fâcheux. Mais qui n'a pas vécu des alertes? Ensuite, elle est subtile. Plus vous allez la suivre, l'écouter, plus elle va vous parler fortement et clairement. Elle est puissante. Moi, je suis extrêmement timide et elle me pousse à venir vous parler d'elle. Ça fait quelques années déjà que je le fais et pourtant, je suis toujours aussi intimidée. Ensuite, c'est elle la maîtresse du temps. Elle se manifeste quand elle veut. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de patience. Et on va voir tout à l'heure avec le processus intuitif comment vous pouvez faire pour la solliciter et attendre qu'elle surgisse. Elle est globale, elle ne s'attache pas aux détails. Elle est éclairante. Souvent, on a des impressions floues. Mais je connais un couple qui a signé une promesse de vente d'une maison. Et après signature, tous les deux avaient une gêne. Ils se disaient, il y a quelque chose qui ne va pas.
Tous les deux ressentaient la même chose. Donc ils sont retournés sur les lieux de la maison qu'ils avaient visité une fois un samedi. Et en fait, derrière la maison, à l'arrière, bien en arrière, il y avait une voie de chemin de fer. Et pour eux, c'était rédhibitoire. Ils n'étaient pas arrivés du tout par ce côté-là. Donc ils sont allés vérifier leur intuition. C'est important d'aller sur le terrain pour vérifier des informations. Et comme disait Victor Hugo, elle agit comme une boussole. Comme vous l'avez dit, c'est une guidance, c'est un guide. C'est votre meilleur ami en tout cas, quand vous arrivez à la suivre. Mais on n'a pas toujours 100% de résultats. Donc moi, je ne prône pas l'écoute de l'intuition, suivre son intuition pour prendre une décision, oui, mais il faut la combiner avec des données aussi chiffrées, des données factuelles, concrètes. C'est en fait un pont entre les deux, combiner les deux. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important à retenir. Alors, Steve Jobs, il est très connu pour l'intuition. J'espère que je vais avoir du son. La régie, si vous pouvez m'aider. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. Alors Steve Jobs nous dit que parfois on fait des choses, on ne sait pas pourquoi on les fait, et on le sait bien après. Moi, ça m'est arrivé en 2009, j'ai lu le premier tome de l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Et en commençant la lecture, j'ai fait une chose que je n'avais jamais faite avant. J'ai pris mon ordinateur, j'ai ouvert un fichier et j'ai recopié tout ce qui était essentiel, ce que moi je trouvais d'essentiel dans ce livre. Pareil pour le tome 2. J'en ai fait une trentaine, quarantaine de pages. Et puis j'ai mis ça de côté parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais fait ça. Et quand je me suis formée au coaching, la notion des émotions est vraiment centrale. Ça m'a servi pour créer une formation sur le sujet et puis publier aussi sous forme d'article et partager parfois ce fichier aux personnes intéressées. Voilà. Donc ça, c'était quelques années après, puisque je me suis formée au coaching en 2012-2013. Donc c'est exactement ce qu'il a fait. Et lui, il a eu la géniale idée, non pas enfin, il a rapetissé en fait un ordinateur auquel il a donné la fonction de téléphoner. C'est pas au téléphone qu'il a donné la fonction de faire autre chose. Voilà. Donc il a quand même été plus vite que ses concurrents avec sa géniale intuition. Il les a précédés de 6 mois pour faire ces objets qui nous servent tous les jours. Voilà. Donc en fait, c'est une capacité dormante, l'intuition, et si on n'y prête pas attention, eh bien, elle peut nous servir et on peut ne pas l'avoir passée. Voilà. Donc comment elle se manifeste ? Alors ça va toujours très vite. C'est d'abord quelque chose, je vous ai dit, qui vous traverse. C'est une information qui est comment ? Fugace. Et brute, oui. C'est un message brut et neutre. Mais tout de suite, on peut avoir des émotions, de la peur, de l'envie. Bon, ça peut brouiller le message. Et puis, on est souvent parcouru de sensations physiques, des sensations agréables, comme le cœur qui s'emballe, on est content d'une idée qui nous traverse, ou alors les intestins qui se crispent. On dit que c'est le premier cerveau, c'est celui qui capte de l'information avant que ça n'arrive à notre tête. Et ça s'est prouvé scientifiquement, notamment par l'énergie du cœur. Le cœur va saisir aussi des informations
avant que ça arrive dans notre cerveau. Donc elle se manifeste. Alors moi, je me suis demandé comment elle se manifestait chez moi. Et j'ai compris, en interagissant avec quelqu'un, que en fait, j'avais comme des images de mots ou de phrases qui m'arrivaient comme ça, spontanément, et qui pouvaient être aidantes pour moi et aussi pour les gens que j'accompagne. Donc, c'est très intime, en fait, l'intuition. Chez moi, elle se manifeste comme ça. Parfois aussi, je suis traversée par une sensation physique qui ne me concerne pas moi, mais qui concerne la personne. Mais ça ne s'imprime pas, ça ne fait que passer, ça informe. Donc, plus vous allez être à l'écoute Alors, votre corps peut aussi avoir des réflexes, on appelle ça l'instinct. L'instinct, c'est l'intuition du corps. C'est le corps qui agit avant que ça vienne à votre réflexion, en fait. Moi, j'ai failli me tuer en quad. Et ce qui m'a sauvée, c'est d'arrêter d'accélérer. Et je me suis arrêtée au bord d'un précipice parce que j'ai été déviée. Donc ça, c'est le côté instinctif qui fait partie du champ intuitif. Ça se manifeste aussi sous forme de métaphores et dans le corps, comme je vous le disais. Les métaphores sont des images et c'est une manière d'éclairer une personne en parlant par image. Donc elle se manifeste sous forme de métaphores aussi. Donc en fait, c'est lorsque vous ne suivez pas votre intuition que vous réalisez qu'en fait, vous aurez mieux fait de la suivre. Donc c'est comme ça qu'on sait qu'on a des intuitions. N'est-ce pas ? Donc c'est une bonne manière de mieux se connaître. Pardon. Alors comment vous pouvez vous appuyer sur des informations à la fois analytiques et intuitives ? Ça, on va le voir à travers le processus intuitif qui s'appelle aussi processus créatif. Donc elle se combine avec l'analyse. Je suis une fan de citations. C'est pour ça que vous envoyez à peu près à toutes les slides. Donc d'abord, si vous êtes préoccupé par quelque chose et vous ne trouvez pas une solution, le conseil, c'est d'arrêter comme diraient les chercheurs, de vous bourrer le crâne. Arrêtez, posez-vous, respirez. On va faire tout à l'heure une respiration que j'ai appelée 52-32. Et posez-vous une question ouverte. Donc là, j'ai mis comment puis-je enrichir mon travail. Pour les banquiers, ça peut être comment puis-je aider mon client, quelle solution je peux lui trouver. Mais il faut que la question soit ouverte. Sinon, si vous commencez par « est-ce que ?», la réponse est « oui, non », ça enferme. Donc, ce n'est pas très favorable. Ensuite, vous oubliez cette question et vous rentrez dans une phase d'incubation. C'est la phase la plus frustrante et en même temps, c'est celle où tout se passe. Vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Mais en fait, vous avez quand même... Vous pouvez pratiquer l'attention diffuse. L'attention diffuse, c'est être attentif aux signes. Un mot sur un panneau publicitaire, une conversation, qui peut vous donner des réponses à la question que vous vous posez, à la problématique qui vous préoccupe. Donc, oubliez la question. Et puis, à un moment donné, une idée va émerger. Mais en même temps, donc accueillez l'idée, mais en même temps, votre mental, lui, il va venir brouiller tout ça parce qu'il va vous apporter des doutes. Revenez à vos perceptions premières. Je vais donner un exemple de quelqu'un qui m'a témoigné, qui m'a dit « l'intuition est négative ». Et je dis « pourquoi ?» Un jour, cette personne est sortie du métro à 23h à Paris et elle a senti une présence, pas derrière son dos tout près, mais à quelques pas. Elle ne s'est pas retournée, elle savait qu'il y avait un danger. Elle a marché sur le trottoir, elle s'est dit « je vais m'arrêter à l'hôtel qui est à côté de chez moi, comme ça je vais aller parler au réceptionniste et je verrai bien si je suis suivie ». Puis tout en marchant, elle se dit « non mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu es en train de te raconter? Tout va bien ». Elle est rentrée, elle a poussé la porte de son immeuble et elle s'est faite agresser. Elle n'a pas écouté son intuition parce qu'elle s'est faite parasiter par son mental qui a dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Bon, en fait, son corps avait senti, elle avait perçu quelque chose. Une intuition, ça se vérifie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, elle vous permet
passer à l'action, parce qu'en fait, en général, elle est là pour vous servir à quelque chose, et on va le voir aussi tout à l'heure. C'est bien de la concrétiser. Des questions à ce stade? Oui. Ah oui, on en parlait avec Laurent tout à l'heure. Mieux vaut attendre un petit peu, parfois même 3 jours, 3 nuits, ça dépend des personnes, ça peut aller jusque-là, pour laisser mijoter avant de prendre une décision. Et oui, parce qu'on va voir un peu plus loin sur la conférence quels sont les moments propices pour écouter votre intuition. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Et aussi la différence entre l'intention et l'intuition. Alors les informations se cachent dans l'inconscient. Oui, puisque ce n'est pas encore conscient pour vous. Dans les 95% de nos pensées qui ne sont pas conscientes. Oui. Donc il y a un processus intuitif qui est progressif et qui demande un cadre. Donc là, je vous propose d'arrêter de tourner en rond et de vous poser, de poser une question ouverte, qui demande après de l'attention, le fait d'être, comme dirait Jean-Claude Van Damme, je crois, aware, ouvert, de lâcher prise aussi. Et de la patience, parce qu'elle va pas forcément, elle peut émerger rapidement, comme elle peut prendre du temps. Et aussi l'ouverture d'esprit, se faire confiance, parce que plus vous allez écouter, plus vous allez gagner en confiance en vous. Vous écoutez, et surtout ne pas porter de jugement, parce que ça aussi, ça va vous brouiller. Donc ce que je propose, c'est que vous sortiez provisoirement des données factuelles, parce qu'elles sont importantes, les données factuelles, pour aller explorer et être dans l'instant présent le plus possible et sentir une ambiance, un lieu, une posture, observer. On dit on observe le non-verbal, c'est très important. Et de combiner les deux pour prendre vos décisions, l'un et l'autre. Donc là, je vais vous proposer déjà de faire un exercice pour vous projeter et passer commande à votre intuition. Donc, je vais vous proposer, là je parle à votre mental, de respirer. Donc j'ai mis un petit peu de détails, c'est-à-dire que vous allez vous positionner en décroisant les jambes, parce que sinon ça coupe la circulation des énergies, et c'est important que vous soyez détendu. Voilà. De fermer les yeux. Donc je vais enlever la slide. Comme ça, vous allez arrêter de lire. De fermer les yeux. Et quand je vous le dirai, je vous explique, vous allez d'abord commencer par expirer pendant 5 secondes en évacuant tout ce qui vous stresse, parce que le stress est le pire ennemi de l'écoute, de l'intuition. Tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous dérange, vous évacuez, vous confiez tout ça à la terre qui va transformer. Ensuite, vous allez arrêter de respirer pendant 2 secondes seulement, tout va bien. Puis inspirer de manière plus dynamique pendant 3 secondes, ce qui est nouveau, ce qui est simple, ce qui vous fait du bien, parce que l'inspiration vient du ciel. Et ensuite, d'arrêter de respirer 2 secondes. Et ça, on va le faire 3 fois. Vous expirez sur 5, vous bloquez sur 2, vous inspirez sur 3, vous bloquez sur 2. Je vais vous dire expirez, stop, inspirez, stop. Donc ne réfléchissez pas, ne comptez pas, juste respirez. Les yeux fermés de préférence, comme ça, vous êtes tourné vers votre intériorité. C'est parti. Expirez. Stop. Inspirez. Stop. Expirez. Stop. Inspirez. Stop. Expirez. Stop. Inspirez. Stop. Gardez les yeux fermés et juste écoutez ma voix. Je vais vous proposer 2 questions. Écoutez juste les questions et répondez à celles qui vous inspirent le plus.
qu'est-ce que je souhaite accomplir en ce moment? Ou de quoi ai-je besoin pour réussir mes actions managériales? Qu'est-ce que je souhaite accomplir en ce moment? Ou de quoi ai-je besoin pour réussir mes actions managériales? Vous pouvez réouvrir les yeux et, si besoin, noter ce qui vous vient en réponse à l'une des deux questions, celle qui vous inspire. Et maintenant, en fonction de ce que vous aurez écrit, je vous propose de poser une intention. Une intention, c'est toujours quelque chose qui est positif et qui va vers quelque chose. On n'évite pas de, mais on va vers quelque chose. Ensuite, ça se rédige en 5 à 7 mots maximum, sinon le message est trop long. Au temps du présent, parce que dans l'invisible, il n'y a pas de notion de temps, et au présent, c'est comme si déjà vous aviez réalisé l'intention que vous allez vous fixer. Et elle se fait de manière affirmative, parce que si je vous dis « ne regardez pas l'éléphant rose », qu'est-ce que vous voyez? Notre cerveau ignore la négation. Il regarde l'éléphant rose. Je vous ai donné des petits exemples. Une intention, ça se pose en disant « je » d'abord. Donc par exemple, je m'exprime positivement avec mes collaborateurs, avec mes salariés, ou je fais monter en compétence mes équipes, ou je me sens toujours calme. Voilà, c'est court. Mais tout ça, c'est pour passer commande en fait à votre intuition. Quelque chose que vous ne savez pas faire encore, ou que vous avez envie de faire, mais vous ne savez pas encore comment vous y prendre. Et ça va vous aider à aller vers ce que vous souhaitez et à solliciter votre intuition. Des questions ? Non ? C'est clair ? Quelqu'un a-t-il envie de partager son intention ? Sans obligation, je propose. À titre d'exemple. Oui ? J'ai répondu à la première question. Oui. Avoir un projet professionnel épanouissant. Et en 5 mots, je souhaite rencontrer les bonnes personnes. Je souhaite rencontrer les bonnes personnes pour aller vers un projet professionnel épanouissant. La structure est respectée. Merci beaucoup. Un autre exemple ? Oui. Je fais une plongée à 60 mètres. Alors, dans aussi, je souhaite, vous avez dit, je souhaite rencontrer les bonnes personnes. Vous pouvez être même encore plus direct. C'est je rencontre les bonnes personnes pour mon projet, par exemple. Vous pouvez mettre aussi une année, en 2023, en 2024. Oui, prochainement. Voilà. Ça va, c'est assez clair pour la technique ? Pardon. Maintenant, on va voir comment distinguer une intuition d'un processus mental pour faire le tri et savoir ce qu'est l'intuition. Ah, pardon. Quand j'étais adolescente, moi je pensais que la vie était un long fleuve tranquille. Donc, vous l'avez vu, je me faisais une belle illusion par mes connaissances, j'étais jeune. Une intuition, elle, c'est une certitude, une vérité. Si je me dis que je vais passer mes prochaines vacances avec Brad Pitt dans une fusée, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Mais encore.
je décolle. Oui. C'est quoi? Un vœu, oui, mais c'est un fantasme, exact. Et en plus, je fais appel à mon imagination, parce que Brad Pitt, vous voyez qui c'est, la fusée, vous voyez ce que c'est, vous me voyez, donc vous imaginez. Bon. Donc ça, c'est une image que vous fabriquez, ça prend du temps. L'intuition, elle, c'est une réalité, parce qu'elle peut vous parler par image, mais c'est une image qui va vous arriver spontanément. Comme on parle de flash visuel, par exemple. Ça va? Donc à gauche, ça prend du temps. C'est le raisonnement. Et à droite, c'est plutôt intuitif. Ensuite, si je me dis, vous êtes là, donc, vous allez adhérer à ma conférence. Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Une pensée positive. Oui. Une posture cognitive. Oui. Ils sont là pour ma conférence, donc ils vont adhérer. Je fais quoi là? Une déduction. Merci. Ça prend du temps. Et en plus de ça, je prends mes désirs pour la réalité. L'intuition, elle est immédiate et directe. Je vous rappelle un petit peu quelques caractéristiques. Ensuite, quand je prends la parole le matin, je peux avoir une petite angoisse. Parce que j'ai peur. L'intuition, elle est audacieuse. Elle nous fait oser. Et en plus, je peux projeter mes angoisses. L'intuition, elle est incontestable. Ce n'est pas une projection. Et là, je vous parle d'un sujet qui est complexe, dense, qui n'est pas facile, qui est controversé. Donc, je vous livre ici ma propre interprétation sur le sujet. C'est un processus mental. L'intuition, elle, c'est une information brute. Donc, voilà encore quelques éléments pour pouvoir faire le tri. Parce que je parle à votre cerveau pour arriver à capter quelque chose de subtil, d'intangible et qui fait partie de l'irrationnel, pour aller vers quelque chose après de rationnel, de tangible et créer la forme dans la matière. Parce qu'on est là pour réaliser des choses matérielles dans ce monde. Donc l'intuition, c'est une tautologie, elle est toujours juste et vraie par définition. Quand on dit « j'ai eu une mauvaise intuition », c'est un abus de langage. En fait, c'était autre chose. Bon, il y a d'autres... C'est pas une liste exhaustive, hein, il peut y avoir d'autres processus mentaux. Donc en fait, si l'information qui vous vient se révèle fausse, c'est parce qu'en fait, c'est un processus mental. Donc le plus dur travail, c'est de faire le tri entre le processus mental de la véritable information intuitive. Donc elle est toujours juste et vraie, et le mental peut mentir, comme sa première syllabe l'indique, parce que vous allez mal interpréter, ou par défaut d'interprétation, dit autrement. Donc c'est un peu, notre cerveau est extrêmement bien fait, mais il peut brouiller les pistes. Le stress. Le stress, l'envie, le pouvoir, les choses qui font qu'on écoute moins son cœur, n'est-ce pas? Alors qu'on dit que le cœur sait, et il sait ce qui est bon pour vous. C'est votre meilleur ami et votre meilleur guide. Alors on va voir à quoi ça sert l'intuition. J'ai 2 garçons scientifiques, 23 et 18 ans. Et à l'âge de 15 ans, mon aîné m'a dit « Maman, tu parles d'intuition, en tout cas tu commences. Pour moi, tu racontes n'importe quoi. Moi, j'ai envie de savoir à quoi ça sert. » Jusqu'à ses 18 ans, il a beaucoup souffert dans le système scolaire classique parce que ce n'était pas concret. Donc, il écoutait des émissions de type Thalassa, constructeur et démolisseur de l'extrême. Il lisait Science et Vie. Et puis, il était très bon en sciences, et puis le reste, il ne faisait aucun effort parce qu'il disait « ça ne sert à rien ». Même le français. Alors, je lui disais quand même, si tu veux faire des études après scientifiques, il faut quand même
aussi travailler un peu. Maintenant, il est ingénieur, il va faire une thèse. Et grâce à lui, j'ai réfléchi à quoi ça sert l'intuition, pour que ça soit concret pour tout le monde. Donc là, je vais vous donner des généralités, et après, je vais vous parler de à quoi ça sert, plus dans vos fonctions de dirigeant. Enfin, vous allez voir, vous allez découvrir. Alors, pourquoi j'ai mis un enfant ? Oui. Il ne se pose pas de questions. J'entends pas très bien. Il ne calcule pas. Il est ouvert à tout. C'est une éponge, oui. Il n'a pas de filtre. Il n'est pas conditionné. On parle de l'âge de raison, 7 ans. C'est vrai que c'est le moment où, à l'école, on nous apprend à bien développer notre hémisphère gauche du cerveau pour être dans la logique, la déduction. On a besoin de tout ça, bien sûr, et de répondre aux questions. Moi, mes enfants, je leur ai dit, ne cessez jamais de poser des questions. La curiosité, c'est très important. Oui, la vérité sort de la bouche des enfants. Exact. Et puis, on parle beaucoup depuis quelques années de l'enfant intérieur. Vous êtes des enfants responsables, et vous, les adultes, et moi aussi. Mais plus vous allez vous connecter à votre cœur d'enfant, qui est toujours là, et plus vous allez être à l'écoute. L'enfant est enthousiaste aussi. Donc ça sert à quoi d'écouter son intuition ? Voyez pas ? Oui, voir plus loin. Oui. C'est des choses que j'ai pas mises là sur les slides, mais je prends. Oui. Faire ce qui est bon pour nous. Autre chose ? Écouter soi au lieu d'écouter les autres. Eh oui. Faire preuve de discernement. Donc éviter un danger, ça c'est sûr. Mieux vous adapter à vos interlocuteurs, à vos collaborateurs, parce que vous pouvez sentir des choses qu'il ne dit pas et lui poser des questions. Ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est important de connaître le besoin du client et de le connaître. L'intuition, ça précède la création. J'ai un ami qui fabrique des bijoux et il m'a dit « Je suis un créatif, je ne suis pas un intuitif ». Donc je lui ai dit « Ah oui, et comment tu crées ?» Socrate posait des questions comme ça. « Comment tu fais ?» Il me dit « La nuit, je rêve d'un bijou. J'ai toujours de quoi écrire à côté de moi. Je commence à dessiner un croquis avant de me lever. Parce que dans les rêves, vous avez accès directement à votre inconscient. Et dès que vous vous mettez à bouger, les rêves partent par paquets. Donc, ayez toujours quelque chose à côté de vous. Si vous recevez des informations dans les rêves, moi, personnellement, non. Ça ne m'arrive pas, je ne m'en souviens pas. Je suis très frustrée. Et commencer à écrire, c'est le début de la matérialisation. Ce n'est plus une idée en l'air. Et en plus, on oublie, même si vous vous réveillez et vous dites « j'ai rêvé de ça, je m'en souviens très bien », après vous vous rendormez et le lendemain matin, vous n'allez pas vous en souvenir. Vous avez peu de chances de vous en souvenir. Donc ça précède la création. Maintenant, il me dit « oui, effectivement, je suis un intuitif et un créa ». Être pertinent et plus rapide dans vos choix, donc ça vous fait gagner du temps pour prendre des décisions. Et ça développe aussi votre empathie. Plus vous allez être empathique, plus vous allez être intuitif. Parce que l'empathie, c'est comprendre l'autre sans souffrir avec lui. C'est la définition de sympathie, c'est souffrir avec, sympa. Et l'empathie, c'est comprendre l'autre et l'autre sent qu'il est compris. Donc plus vous allez développer ça, dans des pays du Nord, des tout petits, on donne des cours d'empathie. Ça se travaille, ça s'exerce. Et c'est ça qui fait qu'on s'intéresse à l'humain. Vous allez gagner aussi en bien-être en vous écoutant. Oser, c'est
un moteur aussi. Vous faire confiance, ça développe la confiance, et être plus en accord avec vous-même. Et dans vos fonctions. Alors là, je vais vous faire juste un petit mot. En fait, être dans réceptivité, c'est un état naturel. C'est quelque chose qu'on a en soi, comme je vous le disais. Et donc, le conseil, c'est d'être en réception et de vous laisser inspirer. Donc, on va voyager un petit peu dans les fonctions, dans vos entreprises, sur le monde de la direction. Quand vous avez des dilemmes, des situations de crise ou des transformations vision d'entreprise, pour prendre une décision stratégique, parfois, il faut aller très vite. C'est l'intuition qui va vous parler. Ça sert aussi à prendre des raccourcis, comme je vous le disais. Il y a l'Américain Ray Kroc, en 1961, vous savez ce qu'il a fait, ce chef d'entreprise? Je ne vous parle pas. Il a dit à son avocat, je vais racheter les restaurants McDonald's. Et l'avocat a dit, non, ça ne va pas marcher. Eh bien, il s'est écouté. Ça sert aussi à acheter ou louer les locaux de l'entreprise. On sent si on est bien dans un endroit ou pas. Pareil, quand on achète une maison, on sent ces choses-là. Donc c'est subtil, ce sont les perceptions. Thierry Boiron aussi est aussi connu pour, quand il a été DG, d'avoir osé mettre à la tête d'une filiale qu'il a ouverte en Russie une pharmacienne qui travaillait au siège. Et en parlant avec elle, elle lui a dit que sa mère était d'origine russe et son intuition lui a dit c'est la bonne personne. C'était une pharmacienne. Il l'a formée et ça a marché. Donc ça l'a aidé à construire son business model en Russie. Ensuite, dans des fonctions managériales, on parle d'intelligence collective. Ben, ça sert à fédérer une équipe. L'intelligence collective, c'est de l'intelligence collective intuitive. Quand vous faites des brainstorming, des mind mapping, c'est un travail de synthèse où vous faites appel à votre créativité, mais en amont de ça, vous faites émerger des idées. Et donc un collaborateur peut avoir une idée, puis un autre, un complément d'idées, et on construit ensemble. Donc ça sert à fédérer. J'ai un client qui a pris des fonctions de direction et qui, au bout de 3 semaines, a fait monter en compétence un collaborateur qu'il connaissait à peine parce qu'il sait écouter son intuition et ça a fonctionné. Ça sert aussi à décoder les messages, ce qu'on n'ose pas dire, ressentir les blocages émotionnels et ce que j'appelle mettre la bonne personne à la bonne place quand on peut le faire. Il y a des talents. Donc ça assoit les forces en présence, l'intuition dans le management. Et dans le recrutement. Vous ne dites pas quand vous recrutez, quand il y a doute, pas de doute, je n'embauche pas. Et c'est très frustrant parce que, à compétence égale, là où on doit faire un choix, c'est sur le savoir-être. Et ce n'est pas facile de qualifier son ressenti. Alors, il y a un vocabulaire intuitif. Quand vous dites « je le sens pas »,« j'y vais pas »,« j'aime pas »,« je vois, j'entends, je perçois », cette personne, elle me paraît indécise. Quand vous qualifiez avec des adjectifs qualificatifs, vous commencez à mettre des mots sur vos ressentis. Donc, je n'ai pas de slides sur le vocabulaire, mais je vous le dis, ça peut vous aider. Le mental, lui, il va dire « il faut »,« je dois »,« je déduis »,« je conclus »,« je démontre ». Ça, c'est du mental. Donc voilà, on peut surfer sur les possibilités en recrutement. Et sur le commercial, ça permet d'apprécier la fiabilité d'un client. Ça permet aussi d'aller vers de nouveaux marchés. Donc je connais quelqu'un dans l'industrie qui a fait un appel d'offres. Donc il y a des grandes entreprises qui ont répondu à l'appel d'offres et aussi des start-up.
Il a choisi une start-up parce que ses collaborateurs avaient fait une liste des avantages et des inconvénients pour chaque prestat. Et en écoutant les avantages et les inconvénients pour chacun, c'est sur la start-up qu'il a dit « ça sent bon ». Et après, quand il a rencontré le dirigeant de la start-up, il s'est dit « on va bien s'entendre ». Et ça a marché. Il a osé aller vers une toute petite start-up. Et ça a fonctionné. Tout ça parce qu'il avait beaucoup de décisions à prendre, de dossiers à voir, et il sait s'écouter. Trouver aussi de nouveaux moyens de prospection, ça aide. Donc ça fait pousser les opportunités, l'intuition. Et en recherche et développement, et en marketing, ça aide à être disruptif. Et aussi à faire des découvertes. Dans les années 1930, 2 prix Nobel de physique ont fait un sondage auprès de prix Nobel de médecine, physique et chimie. Et 80% des prix Nobel ont répondu qu'ils déploraient que l'intuition ne soit pas enseignée à l'école. Alors maintenant, on a les écoles Montessori qui ouvrent cette voie-là. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on travaille trop le côté rationnel, logique, alors qu'on devrait solliciter les deux. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Et Einstein disait que l'intuition est un don sacré et le raisonnement un fidèle serviteur. C'est celui qui met en application, comme je vous le disais. Donc ça sert à lancer un nouveau produit. On l'a vu avec l'exemple de Steve Jobs, par exemple, ou de prendre de vitesse aussi un nouveau marché. Donc l'intuition, voilà, ça pulse les ambitions et ça creuse la créativité. Alors écouter son corps et ses ressentis, comme les enfants savent bien le faire. Danser sous la pluie, il faut les laisser danser sous la pluie, et nous aussi, on peut aller danser sous la pluie. Donc on en vient à cette fameuse feuille blanche et enveloppe qu'on vous a remis au début de la conférence. Donc je vous invite à la prendre et d'écrire à vous-même comment vous vous percevez dans 3 mois, dans les sphères pro et perso. Qu'est-ce que vous voulez avoir réalisé au temps du présent, comme si c'était déjà réalisé. Donc je vous invite à écrire cette petite lettre, de mettre votre adresse, votre nom, votre adresse, de la cacheter, de me la remettre tout à l'heure, et je vous l'enverrai dans 3 mois. Vous allez voir, c'est une manière de passer aussi commande à son intuition, parce que vous l'écrivez maintenant, après vous allez oublier, et l'inconscient va travailler, va œuvrer. Et dans 3 mois, quand vous la lirez, déjà, vous allez voir, ça fait tout drôle de recevoir du courrier écrit à soi-même. Vous pourrez mesurer à quel pourcentage vous avez réalisé cela. Donc je vais avoir du courrier à envoyer depuis l'Hexagone. Qui a un stylo? Tini, t'en as plus? Eh oui. On a distribué. Voilà, l'intu. C'est le dernier exercice que je vous fais faire ce soir. Parce que j'aime bien que vous repartiez avec des choses utiles, pragmatiques. Avec l'intuition, on passe de l'abstrait au concret. De l'invisible au visible. De l'intangible au tangible.
Et bien sûr, je ne lis pas les courriers, je ne les ouvre pas. Ça ne regarde que vous. Pendant que vous terminez, osez l'intuition. Voilà. Osez l'intuition pour réussir. Alors, pendant que vous terminez, est-ce que vous avez des questions ? Une remarque. On lui passe commande. C'est comme si vous dialoguez avec le monde. Expérimentez. On en reparlera. Oui, vous interagissez avec. Oui, c'est ça. Une fée. Aujourd'hui, là-dessus, sur la place qu'elle prend, vous êtes dans la société, l'école, ce serait pas une forme de castration pour l'intuition? Ben, ça serait bien que l'école favorise un peu les techniques créatives. Plus. Et on parle surtout parce que on n'en parle pas assez. Pas suffisamment. Oui. Quand on met des mots, on sait un peu plus de quoi on parle. Et on n'en parle pas suffisamment, oui, c'est sûr. Du coup, c'est trop abstrait. On dit j'ai une intuition. Mais bon. Et puis considérer que c'est aussi important que le raisonnement. Vous nous remettrez vos courriers tout à l'heure en partant. Comme ça, ça va. D'autres questions ? Voilà, exactement. Ça partira depuis l'Aude. Je vis en pays cathare une semaine sur 2 et l'été. Donc vous recevrez depuis le sud de l'Hexagone. C'est la première fois que je viens en Guadeloupe. Et j'ai été très bien accueillie. Et je vous en remercie. Alors je vais vous demander quelques minutes d'attention encore, parce que tout ce qu'on a organisé ce soir, comme on vous l'a indiqué, ça a été fait avec les équipes de notre caisse régionale, mais c'était fait aussi avec l'université de formation du Crédit Agricole, qui s'appelle l'IFCAM. Et le directeur général de l'IFCAM se faisait un plaisir de pouvoir venir ce soir participer à ce lancement, parce que comme Laurent l'a rappelé, c'est une belle création que nous avons conduite ici même. Malheureusement, son emploi du temps lui a pas permis, mais il a souhaité faire une petite capsule, comme les Parisiens appellent ça aujourd'hui. Donc vous allez avoir une petite vidéo et qui va vous être lancée et dans laquelle il va vous adresser son message qu'il voulait vous délivrer à vous tous ce soir. Merci encore de ces quelques minutes d'attention.
Bonjour à toutes et tous, je suis ravi d'être avec vous, même si ce n'est pas à vos côtés pour des raisons d'agenda très chargées, je suis à distance, mais je suis enchanté d'être avec vous et d'être accueilli dans votre instance aujourd'hui pour faire suite aux propos de Madame Fiton-Hélier sur le recours à l'intuition dans les décisions managériales en général et commerciales tout particulièrement. Donc merci infiniment de votre accueil. Je vais également saisir cette occasion pour exprimer ma satisfaction, mais également une satisfaction partagée pour le travail que nous avons réalisé ensemble avec la Caisse régionale de la Guadeloupe sur le projet, appelons-le tel qu'il se définit, la formation savoir-faire. C'est un vrai travail collaboratif entre les équipes de la Caisse régionale et l'IFCAM. C'est d'ailleurs une expérience, et c'est le directeur de l'IFCAM, mais disons d'un organisme académique qui s'exprime, c'est d'ailleurs une expérience académique assez singulière, puisque selon les canaux convenus de la formation, on part toujours du principe qu'il faut normalement partir du général pour aller au particulier, c'est-à-dire procéder à de la déduction dans la formation. Ici, on a plutôt fait l'inverse avec savoir-faire et notamment le recours à l'intuition. On a plus procédé par induction pour savoir, élargir des gestes plus intuitifs aux opérations que nous réalisons les uns et les autres dans nos actes de management, de gestion quotidienne et notamment de relations interpersonnelles au sein de l'entreprise, mais également de relations avec nos clients au-delà de l'entreprise. Clairement, ce qu'on a fait, c'est de l'académique autour du pratique. Et là aussi, je suis très heureux, et je le répète, de m'inscrire dans les propos de Madame Fiton-Hélier, se servir de l'intuition en quelque sorte comme un driver de l'action. Et donc, vous comprendrez que mes propos ont une continuité logique avec la conférence qui vient de vous être délivrée par Madame Fiton-Hélier, qui par ailleurs intervient au sein de ce programme. C'est ce qui me permet d'ailleurs, pour créer ce lien entre elle et moi et nous, de finalement reconsidérer un petit peu ce qui se pratique habituellement. En général, on a un esprit, disons que je qualifierais un petit peu plus de binaire, où on oppose ce qui procède du général au particulier, ce qui procède du déductif à l'inductif, ce qui procède du professionnel à l'amateur. En général, on dit ce que tu as fait, c'est professionnel. Et si, à contrario, vous entendez dire c'était pas très professionnel, c'est presque pris comme une insulte. Et le professionnel a été finalement tellement valorisé au détriment de l'amateur qu'on oublie que le geste du professionnel n'est inspiré finalement que quand il se double, si vous me passez l'aphorisme, du cœur de l'amateur. Et que l'amateur, littéralement, étymologiquement parlant, c'est celui qui aime. Et on ne fait jamais quelque chose d'aussi bien que quand on le fait avec passion. On oppose aussi le cerveau gauche au cerveau droit. Bref, on est dans un monde où on a encore, de manière un peu traditionnelle, des gestes hérités de la révolution industrielle, génériques, mécaniques, voire mécanistes, mais dans un monde post-industriel et dans les industries de plus en plus de services qui sont en relation avec un vaste patchwork d'attentes des clients, il faut avoir désormais recours à d'autres formes de management qui sont beaucoup moins industrielles, beaucoup moins génériques, beaucoup moins quantitatives et qui vont plus vers le qualitatif, et vous me voyez clairement venir vers l'intuition. Alors tout cela pourquoi ? Parce que, si vous me permettez cette fois-ci de faire un petit retour arrière, il ne vous échappe pas, et je vois que Madame Fiton-Hélier y a fait référence, on est dans un monde qui bouge, on n'est même plus dans un monde qui marche, on n'est même plus dans un monde au trot, on est clairement dans un monde au galop. Pour illustrer mon propos, la vitesse de circulation d'une idée nouvelle, d'une innovation, d'une attente nouvelle, il y a 5000 ans chez les Sumériens, était de l'ordre de 5 km par an. La vitesse de circulation d'une idée nouvelle aujourd'hui avec Internet, elle est clairement de 40 000 km en une seconde. Autrement dit, nous sommes dans un monde
où la reproduction est de moins en moins la norme de demain. On est dans un monde où finalement les clés du rationnel, les clés du quantitatif sont de moins en moins prévisionnelles. On est dans un monde où ces clés dites rationnelles, quantitatives, de la mesure ne sont plus suffisantes pour imaginer, c'est-à-dire littéralement poser des images sur le monde de demain, plus suffisantes, voire carrément inappropriées. C'est-à-dire qu'à force de reproduire le monde de demain comme on l'a vu hier, on risque finalement de faire une erreur énorme qui est citée par un auteur que je vous invite à découvrir, Nassim Nicolas Taleb, dans un livre qui s'appelle « Le signe noir et la platonicité », qui consiste à dire que dans un monde où demain sera de moins en moins comme hier, la reproduction devient une source d'erreur dans la décision managériale. On est clairement dans un monde où il est attendu de nous que nous passions de la reproduction, clairement reproduire, à la représentation, clairement créer. Et pour ce faire, le programme dans lequel vous êtes engagé, Savoir Flair, et pour ce faire, le recours à l'intuition peut sembler, passez-moi l'expression, contre-intuitif, et pourtant il est de plus en plus pertinent. On est dans un monde où il faut passer d'une approche quantitative qui faisait sens auparavant à un monde où il faut faire sens sur d'autres approches plutôt qualitatives, reconsidérer les choses, rentrer dans la création et clairement passer d'un rôle du manager de la révolution industrielle qui était un organisateur à un manager dans cette révolution post-industrielle, dans ce monde post-moderne qui devient un catalyseur de sens et d'innovation, d'embarquement pour susciter l'adhésion. Et vous voyez que finalement, on boucle là, par là où on a commencé, où quelque chose qui peut sembler éminemment personnel, l'intuition, une idée qui nous vient, une idée qu'on partage, contre toute attente, peut avoir un caractère universel quand elle rencontre son écho chez un collaborateur avec lequel on co-construit une solution, chez un client avec clairement lequel on peut également co-construire une proposition. Clairement, l'intuition et ce recours à cet esprit créatif, novateur, finalement, peut créer du sens partagé et de l'adhésion avec les collaborateurs et avec les clients. Sur ce thème, je ne vais pas vous la délivrer ici, j'ai moi-même écrit assez récemment et délivré assez récemment une conférence sur manager pendant la crise qui s'appuie sur une métaphore ayant recours au loup et à l'agneau qui s'intitule « Manager dans la crise, loup, point d'interrogation, agneau, point d'interrogation, humain, point d'exclamation ». Vous voyez là aussi où je veux en venir. L'humain a finalement cette capacité à mobiliser à la fois son cerveau rationnel et puis, je n'ai pas opposé l'irrationnel au rationnel, mais également l'intuition, une capacité de création, une capacité de reconsidération d'un demain qui ne sera pas comme hier, parce que d'abord les innovations avancent très vite, mais qui ne sera pas non plus comme hier, parce que lui-même sera un créateur de demain avec celles et ceux qui l'accompagneront dans le travail. Voici les quelques propos que je voulais vous tenir en conclusion de cette intervention, ou en pré-conclusion de cette intervention, et vous dire aussi, et finir par là où nous avons commencé, que ce programme Savoir Flair a été une expérience extrêmement foisonnante, extrêmement féconde pour les équipes du LIFCAM au contact des équipes de la caisse régionale, et que finalement ce caractère inductif, pratique, de remontée du terrain que les équipes de la caisse régionale ont su partager avec celles de l'IFCAM et que celles de l'IFCAM ont su catalyser dans un programme de formation constituera, je l'espère, avec votre accord, une expérience singulière à l'heure actuelle, mais sans doute beaucoup plus générique à l'avenir, de telle sorte qu'elle puisse également être mise à disposition des équipes d'autres caisses régionales du groupe Crédit Agricole. Et bien entendu, elle portera, si vous me passez l'expression, l'image de marque co-brandée
Made in Guadeloupe et made par IFCAM. Merci beaucoup de votre attention. Alors, bravo à la Guadeloupe, tout d'abord. Voilà. Parce que comme Guillaume Lefebvre l'a rappelé, c'est effectivement le fruit de nos réflexions, de l'analyse de tout ce que l'on avait envie de faire qui nous a conduits. Mais je ne vais pas être plus long. Je vais vous remercier de votre présence, je vais vous remercier de votre attention. Je vais laisser chacun repartir avec sa petite lumière, sa petite flamme qu'il aura pu dégager. Refaire les exercices de respiration, arriver chez vous ce soir avant de vous endormir. Je tenais à remercier chaleureusement et plus sincèrement à la fois Emmanuel qui nous accompagne depuis une semaine auprès de l'ensemble des équipes. Aussi Tini Rupert. Tini Rupert, c'est les équipes de la Caisse régionale dont vous avez entendu parler il y a quelques minutes. Les équipes aussi support de la Caisse régionale qui font qu'on a pu vous accompagner ce soir pour ouvrir les salles, etc., etc. Merci Thierry de nous avoir réglé ce petit problème d'image qui sautait. Vous avez vu là, il y a quelques minutes, il est arrivé avec beaucoup d'efficacité, même s'il était tendu, mais il a trouvé la solution et il vous a permis de voir ce petit film à la fin. Et puis je vais laisser Tini dire quelques mots pour les partenaires qui nous ont accompagnés ce soir. Merci, M. Robert. Alors pour ma part, je suis contente de vous revoir. Pour certains, je ne vous ai pas vu depuis très longtemps. Avant de remercier, alors c'est vrai que ce soir, nous sommes là. C'est une manifestation qui a été organisée par la Caisse régionale et dans le même temps le village Baïséa. Mais j'ai envie de vous dire que, au-delà de la formation, quand nous avons décidé de vous faire partager de ce côté un peu anodin qui nous semblait intéressant pour les clients, on en a parlé à des clients chers à notre cœur, des partenaires depuis très longtemps, et qui nous ont dit, écoutez, ok, on veut bien participer. Alors je tiens vraiment à les remercier. Vous avez vu le nom de ces clients, les enseignes commerciales sur vos invitations. Donc je parlais de M. Emmanuel Vaïti-Lingon de la société STLM, qui est représenté ici, du groupe Lichamp, de M. Abner Lichamp, qui est représenté aussi, un peu plus loin, de M. Philippe Ramalingon, avec Fidé Club, de M. Fortuné Bibrac, de la société SA2B, de Mme Fabienne Youyout, qui est dehors, et de la société Maxinette, M. Max Belméon. Je les remercie vraiment parce que ça nous a pris, 2 heures, et on avait bouclé, on avait des partenaires qui nous ont dit « Ok, on y va ». Donc pour moi, c'est aussi une preuve de confiance. Au-delà du thème, ils ne savaient même pas ce qu'on faisait. Ils nous ont rien demandé. Ils nous ont dit « Ok, le thème est sympa, on y va ». Et moi, j'ai envie de finir en vous disant que pour moi, c'est une belle fierté. La CR900, c'est la plus petite caisse du groupe. Ouais, c'est ça. Plus maintenant. La 902. Voilà. Il y en a encore une autre qui est plus petite. Mais on est quasiment la plus petite caisse du groupe. Et en fait, vous l'avez entendu, on devient une caisse référente sur un sujet qui n'a pas été abordé jusqu'à maintenant et qui sera sûrement suivi par beaucoup de caisses régionales. Donc, j'entends par là que l'essentiel ne vient pas forcément de la taille. L'idée, elle est venue un jour dans un bureau. On parlait d'autre chose. Et voilà, c'est parti de... Écoutez, Tini, c'est une bonne idée. Par contre, avant de faire ça, il faut qu'ils aient du nez. Et on est parti de... Il faut qu'ils aient du nez. C'était ça la commande. Monsieur Noireau, je pense qu'on a réussi. Et donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Et moi aussi, je remercie toute l'équipe. Alors, nous avons 2 clientes, encore chères à notre cœur, qui nous ont dit oui tout de suite. Fabienne Youyout et la société Best Corner,
qui sont dehors, Madame Annie-Claude Wisor, qui vous attendent pour un cocktail dînatoire. Et ce sont vraiment deux femmes très intuitives et que nous accompagnons depuis plusieurs années. Et d'une qualité mais exceptionnelle. Donc si vous voulez, on se retrouve dehors, on échange avant de se quitter. Merci encore à toutes et à tous.